Et pour terminer cette émission, je reçois Éric Labaille, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'École Polytechnique et présidente de l'Institut Polytechnique de Paris, créé en mai 2019 et qui regroupe 5 grandes écoles. Et il y a 2 mois, vous avez célébré les 50 ans de l'entrée des femmes à Polytechnique. Première question, pourquoi c'était aussi important pour vous de célébrer ce 50e anniversaire ? C'était très important à la fois pour célébrer 2500 polytechniciennes, puisque c'est quand même une évolution depuis 1972 qui était très importante, mais également pour inspirer la prochaine génération. Aujourd'hui, nous avons environ 20% de polytechniciennes, 25% quand je prends tous les cursus de l'école polytechnique de femmes, et nous avons l'ambition évidemment de faire croître ce nombre d'ingénieurs du côté de la formation polytechnicienne ou de bachelor, master, docteur dans les autres formations de l'école polytechnique. Et donc, célébrer ces 50 ans était une façon à la fois de marquer l'impact qu'ont eu ces polytechniciennes, qui aujourd'hui irriguent tous les secteurs de l'économie et de la société, mais aussi surtout d'inspirer les plus jeunes générations, parce qu'on voit aujourd'hui qu'on a un déficit en fait d'intérêt de la part des jeunes filles vers les carrières scientifiques, je vais dire dures, maths, physique, chimie, et donc montrer des rôles modèles. C'est une des façons, en tout cas, de les inspirer pour leur dire, mais dites finalement, quand vous avez 18-19 ans, eh bien, prenez cette voie, vous allez pouvoir réaliser vos aspirations et puis transformer le monde. Justement, vous parlez des rôles modèles. Vous avez reçu donc Elisabeth Borne ou Christelle Edman, par exemple, qui sont polytechniciennes. Les rôles modèles, aujourd'hui, à ce niveau-là, ça reste important ou finalement ça n'a un impact que marginal? Je ne sais pas moi dans quelle mesure une jeune fille qui est en 3e aujourd'hui, elle se voit dans Elisabeth Borne et si même elle connaît Christelle Edman par exemple. Alors, c'est un des éléments importants. On a eu pas mal de discussions d'ailleurs dans l'année, justement dans cette année de célébration. Il y a eu cet événement avec la Première ministre, mais également nous avons essayé de comprendre quels sont les leviers pour inspirer les jeunes filles. Eh bien, les rôles modèles en sont un. Ce n'est pas le seul élément. Il y a aussi un élément familial, un élément des professeurs. Ouais. Le plus important, c'est quand les jeunes filles ont 13-14 ans, eh bien, que dans leur environnement, eh bien, elles voient que ce qu'elles ont envie de faire, c'est possible, ou que le métier d'ingénieur, c'est possible. Et ça peut être de ces différentes façons. Soit, on a vu des mères scientifiques qui influencent leurs filles pour être également scientifiques. Des professeurs, importants aussi, les professeurs de mathématiques. C'est eux aussi qui vont montrer que c'est possible. On veut travailler dans la santé, on veut travailler pour le climat. Ingénieur peut aider à faire ça. Et puis, les rôles modèles. Et donc, les rôles modèles, il faut aussi bien qu'elles soient effectivement connues, ces rôles modèles. Les professeurs, les enseignants, les parents peuvent aider justement à faire connaître ces rôles modèles. Donc moi, je crois beaucoup à ceci. Et au fur et à mesure, plus les enfants grandissent, eh bien, ces rôles modèles deviendront des représentations de ce qu'elles peuvent être dans la société. Et comme je le disais, ce qui est intéressant de regarder les 2500 polytechniciennes depuis 1972, c'est qu'on trouve des rôles modèles dans tous les domaines de la société. Une première ministre, des patronnes d'entreprise, des grandes chercheuses, des militaires, des responsables d'associations. Et donc, en fait, quelle que soit l'aspiration que la jeune fille a, eh bien, venir à Polytechnique, être ingénieur, va lui permettre de réaliser son aspiration. Alors, vous disiez l'importance de l'entourage familial, mais ce n'est pas un levier sur lequel vous pouvez agir. Vous pouvez peut-être agir, en revanche, sur le corps professoral. Alors, nous, on a plusieurs actions, justement. Ah oui. On a plusieurs actions, puisqu'on ne peut pas, même si on est en bout de chaîne de toute l'évolution du secondaire, du supérieur, l'école polytechnique est acteur au niveau justement des classes de 4e et de 3e. Plusieurs actions. L'une d'entre elles, avec 600 polytechniciens, on va dans 600 classes. On a touché 20 000 jeunes cette année, justement, pour leur montrer ce qui est possible de faire. Parce qu'il y a aussi pas mal d'autocensure, très souvent, justement. On ne sait pas ce qui est possible de faire. C'est vrai. Et on envoie des binômes, un polytechnicien et une polytechnicienne, justement pour montrer qu'est-ce que c'est qu'une formation d'ingénieur. Parce que très souvent, il y a aussi des stéréotypes. Formation d'ingénieur, on se dit c'est forcément l'automobile, l'aéronautique, on aime, on n'aime pas. Oui, mais l'environnement, non, c'est pas. Si, ingénieur va aider dans l'environnement. La santé aussi, on se dit. Parce qu'un des points importants qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que les jeunes filles aujourd'hui, elles font autant de sciences que les garçons, mais elles font plutôt des sciences de la vie. C'est-à-dire que vous avez 65% des médecins sont des jeunes filles. Eh bien, aujourd'hui, le point n'est pas qu'il y en ait moins, mais surtout d'en inspirer plus à être, je dirais, dans les sciences un peu plus dures, de maths, physique et de chimie, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, dans les actions que nous faisons, nous allons justement montrer comment elles peuvent réaliser leurs aspirations et que ingénieur peut leur permettre
de faire ceci. Autre action également, nous faisons venir sur notre campus des centaines de jeunes filles, justement, pour les exposer au laboratoire, aux professeurs, à d'autres élèves, sur le campus. Donc, c'est des journées filles et maths ou des science camp durant l'année, où là, nous avons plusieurs centaines de jeunes filles qui viennent justement de nouveau ouvrir un petit peu leurs horizons et voir ce qui est possible et repartir en se disant, tiens, finalement, ça m'intéresse. Ce qui n'était peut-être pas le cas avant qu'elles soient venues à Polytechnique ou avant que nos élèves soient allés dans les classes, leur expliquer que c'est un chemin pour réaliser leurs aspirations. Vous avez, on parle d'attractivité en direction des jeunes filles, mais vous avez une autre question d'attractivité qui est l'attractivité à l'international. Oui. Vous avez amorcé justement une stratégie de recherche et d'innovation pour faire rayonner Polytechnique à l'international. Le projet de centre de recherche d'LVMH en bordure du campus faisait partie de cette stratégie. Pourtant, il avait suscité une vive opposition de la part des élèves. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui exactement d'un partenariat comme celui-là avec une marque comme celle-ci ? Alors, là, il y a beaucoup de questions dans la question. Je vais revenir juste sur un premier point, déjà, sur l'attractivité internationale. C'est quelque chose qui n'est pas toujours très connu. L'école polytechnique est l'école la plus internationale de France. Nous avons déjà 40% d'étudiants internationaux, oui, je le découvre. Et 40% de professeurs et de chercheurs internationaux. D'ailleurs, quand on voit dans tous les classements, on est l'institution d'enseignement supérieur et de recherche la plus internationale. Et ça, évidemment, c'est pas mal de mes prédécesseurs qui ont déjà lancé ça il y a une vingtaine d'années. Moi, je l'ai accéléré depuis 4 à 5 ans. Et aujourd'hui, donc, on est d'ailleurs très fiers et on veut continuer, bien entendu, à garder cet environnement, ce creuset international, ce qui permet à des élèves, effectivement, de cultures très différentes, d'apprendre à se connaître, de travailler ensemble, et puis de façonner les réponses aux grands sujets sociétaux. Ce qui conduit justement à votre deuxième partie de la question, qui est autour des grands axes de recherche sur lesquels on travaille et des axes de développement. On s'est donné, évidemment, forte recherche, on va dire, disciplinaire, maths, physique, chimie et informatique, et quelques autres disciplines. Mais aussi, on se rend compte aujourd'hui que pour adresser les grands sujets sociétaux, il faut avancer sur les centres, ce qu'on appelle interdisciplinaires. C'est-à-dire faire travailler ensemble de multiples disciplines pour adresser les questions du climat, les questions du numérique, les questions de la santé. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'en fait, on a lancé différents centres interdisciplinaires. Un sur l'environnement, un sur l'IA, un sur la medtech, un sur la défense et la sécurité. Et puis, il y en a plusieurs qui arrivent, dont un sur les matériaux. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a des discussions, justement, avec pas mal d'acteurs. Alors, acteurs publics d'un côté, puisqu'il y a des financements de type France 2030, mais aussi des acteurs privés. Et c'est là où les partenariats avec les entreprises, d'approche de mécénat ou de contrats de recherche, sont très, très importants, justement, pour nous faire avancer dans ce domaine. Et donc, le projet que vous mentionniez, qui était le centre de recherche à l'EMH, il avait deux composantes. Il a une composante de partenariat, comme on fait habituellement avec des entreprises, qui est de trouver des centres, des domaines de recherche sur lesquels on va avancer ensemble. Et puis aussi, l'idée, on est en train de développer un parc d'innovation, justement, à côté du campus, c'est d'avoir aussi un centre de recherche de LVMH, comme il y en aura d'autres. On a 7 ou 8 bâtiments qu'on peut mettre sur ce parc d'innovation, de telle sorte que la recherche privée et la recherche publique soient beaucoup plus proches. Donc c'est ça l'idée. 1, adresser les grandes questions sociétales. 2, s'assurer qu'on est en France. Il faut savoir que là, la France, par contre, est un des pays qui est le moins avancé dans ce continuum entre la recherche publique et la recherche privée. Et nous, on essaye d'apporter justement notre pierre à renforcer cette innovation au travers de ce parc d'innovation et de ses liens avec les entreprises. Non, mais je vous rejoins tout à fait sur le fait que la France est en effet l'un des pays les moins avancés sur ce sujet. Oui. Est-ce que c'est parce que c'est très français de craindre que si on s'associe à un groupe privé, ça va entraver la liberté de recherche académique ? Alors, c'est ce que disent effectivement certains des opposants. Il y a toujours cette idée qu'il y a le public ne peut pas travailler avec le privé. Ce sont des intérêts très différents. Et en fait, on se rend compte que dans la vraie vie, c'est ce que démontrent d'ailleurs beaucoup d'exemples en France. La France a déjà progressé dans ce domaine-là, et aussi pas mal de partenariats internationaux ou concurrents internationaux, sans aller forcément aux États-Unis, la Suisse, les pays nordiques, l'Angleterre. Eh bien, c'est qu'il y a en fait un continuum, et qu'à un moment, effectivement, il faut du temps long pour une certaine recherche publique. Et puis à un moment, ce temps long devient de l'innovation qui passe plus dans peut-être du temps un peu plus court, plus orienté produits, services, où là, bien effectivement, ça devient quelque chose que des consommateurs vont voir in fine. Et donc, il faut simplement être clair sur chacune de ces étapes, quels sont à la fois les objectifs, les financements, les intérêts, mais il faut bien structurer la démarche. Et c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs dans le cadre de ce développement du parc d'innovation. Vous aviez eu un autre projet qui est tombé à l'eau pour le coup avec Total. Qu'est-ce que ça renvoie en termes d'image pour vous, ce genre de polémique ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce projet-là, il avait été commencé d'ailleurs avant que j'arrive. Il y a eu une question de localisation du centre. Je pense que ce
ce que ça montre, c'est qu'il faut prendre sûrement un peu plus de temps, ce qu'on a fait d'ailleurs dans le cas de LVMH, plus de temps pour associer toutes les parties prenantes, expliquer les tenants, aboutissants, surtout aussi travailler avec les chercheurs, parce que dans ces cadres-là, on a les chercheurs, le corps professoral, complètement impliqués, associés pour définir l'ambition que l'on veut avoir. Et puis ensuite, effectivement, essayer de faire avancer ces différents sujets. Alors, il y en a qui avancent plus ou moins vite. Là, il y en a un ou deux, enfin en tout cas un qui a été justement dans lequel Total, in fine, s'est dit finalement, moi, j'allais m'installer à l'international ou m'installer un peu plus loin sur le plateau pour d'autres parties de ces projets. C'est, je pense, une opportunité qui ne s'est pas réalisée. Je veux dire, le temps est long. Il peut encore se passer pas mal de choses dans les années à venir. Vous parliez du projet plus en amont avec LVMH qui porte sur les matériaux durables. Alors forcément, Absolument. ça m'amène aux questions environnementales. Comment est-ce que vous appréhendez ces questions-là aujourd'hui dans votre formation ? Alors, elles sont au cœur de notre formation. Il faut savoir que depuis 4 ans, j'ai mis le développement durable au cœur justement de l'école polytechnique. On a développé un plan climat sur tous nos axes de travail, formation, recherche, innovation et vie sur le campus, qu'on a développé pendant 2 ans avec toutes les parties prenantes, internes, externes. Et donc, l'un de ces piliers est la formation. Et bien, depuis maintenant 4 ans, tous les élèves qui arrivent sur le campus ont une formation première semaine. Tous les départements qui, justement, leur partagent avec eux les fondamentaux du développement durable. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a quand même un élément, on est une école d'ingénieurs, scientifiques, s'assurer que tout le monde a la même compréhension scientifique de ces enjeux du développement durable. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis ensuite, tout au long de la scolarité, il y a des approfondissements. Certains vont approfondir les énergies renouvelables, donc vont approfondir l'efficacité énergétique. Donc il y a des cours de spécialisation dans ces différents domaines. Donc ça, c'est les deux axes majeurs, et ça va s'appliquer maintenant à toutes les formations, pas uniquement le cycle polytechnicien, mais aussi les bachelors, Master of Science. Alors en Master of Science, on a un Master of Science qui est entièrement dédié aux énergies renouvelables. Donc là, on a plusieurs dizaines d'étudiants tous les ans qui vont passer 2 ans uniquement sur ces sujets-là. Et puis, autre élément, évidemment, qui alimente les formations, c'est la recherche, puisqu'on a un centre interdisciplinaire qui s'appelle Energy for Climate, qu'on a créé depuis 2019. D'ailleurs, on avait fait un grand symposium en 2019 pour les 225 ans de l'école. C'est à ce moment-là que j'avais mis un petit peu les 225 prochaines années de l'école sous le signe du développement durable. Après 225 ans de développement économique, de contribution au développement économique, et donc c'est comme ça qu'on a lancé toute cette dynamique. Et donc là, ce centre Energy for Climate, qui a d'ailleurs eu un don assez important d'un ancien de l'école cette année, de l'ordre de 8 millions d'euros, un des plus grands dons jamais faits à l'école polytechnique, justement pour avancer sur ces problématiques de recherche qui ensuite vont alimenter la formation. Donc toute cette dynamique également d'avancer sur la recherche pour s'assurer qu'on a les formations qui sont à la pointe de l'art, fait partie aussi de notre approche, de notre plan climat. J'avais discuté il y a quelques temps de ça déjà avec la directrice d'une grande école qui m'avait dit... Tu sais Aurélie, c'est parfois compliqué de faire aussi bouger le corps professoral sur ces questions-là, parce qu'on a des personnes d'un certain âge qui n'ont pas cette culture des enjeux du climat, qui n'ont pas apprise tout simplement, qui n'avaient pas la même conscience. Est-ce que vous vous êtes heurté, vous, à des difficultés avec votre corps professoral, ou est-ce que finalement ça a été assez simple d'embarquer tout le monde sur ces enjeux-là, ou est-ce que vous avez dû faire des changements ? Alors, aujourd'hui, je dirais que tout le monde avance, et donc le plan climat a été travaillé par tout le corps professoral. Alors, on a quelques-uns qui sont plus peut-être en pointe que d'autres sur ces sujets, simplement parce que on a des spécialistes du climat, des spécialistes de l'économie du climat, et donc eux, naturellement, c'est leur domaine de recherche. Donc eux vont être un petit peu les têtes de pont qui vont ensuite entraîner les différents départements. Mais les travaux se font avec tous les départements. Donc à ce niveau-là, il y a eu un soutien absolument total en se disant oui, il faut mettre la science. Et là, quand on met la science au centre de la discussion, là, tout le corps professoral est derrière, puisque là, l'objectif, nous, c'est de dire, il se dit plein de choses sur le climat. Mais, in fine, c'est quoi les fondamentaux scientifiques sur lesquels on doit, en gros, qu'on doit faire connaître à nos élèves, avec quoi est-ce qu'on doit les équiper pour qu'eux, ensuite, apportent des solutions. Puisque leur objectif, pour moi, l'objectif des jeunes, maintenant, la prochaine génération, c'est d'apporter les solutions, justement, à toutes ces questions-là, dès leur entrée dans la vie professionnelle. Donc à ce niveau-là, on a effectivement plutôt une bonne dynamique, et on a aussi une diversité des contributions qui est importante, parce que vous avez aussi bien des matheux qui travaillent sur la biodiversité
que des spécialistes du GIEC, puisqu'on a des modèles du GIEC qui viennent de l'école polytechnique, que des économistes qui, eux, vont regarder l'économie de la ville et dire, bon, finalement, comment est-ce qu'on fait évoluer toute la planification d'une ville. Donc là, cette diversité, cette richesse est très importante pour assurer que nos étudiants aient les meilleures formations. Vos étudiants, ils vous attendent sur ces questions, ils vous interpellent sur ces questions ? Absolument, ah oui. Quand j'étais arrivé il y a 4 ans, c'était une des premières discussions, c'est alors on fait quoi sur le développement durable ? Et moi, j'étais de toute façon assez convaincu, vu les travaux que j'avais fait précédemment sur toutes les évolutions économiques, les grandes tendances mondiales. Et donc, on a travaillé ensemble, en tout cas avec une partie d'entre eux, qui ont été impliqués dans le plan climat, pour avancer. Et là, ils nous questionnent constamment. D'ailleurs, on l'a vu au moment des remises de diplômes. Alors après, vous avez des vues scientifiques, des vues politiques sur ce qu'il faut faire. Par contre, l'engagement est total. Et ça, c'est ça qui est important, c'est qu'ils sont tous prêts à s'engager pour faire avancer les choses. Et c'est en tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est les équiper pour que l'engagement puisse être productif. Vous disiez tout à l'heure que Polytechnique était l'école la plus internationale de France. Alors quel est votre secret ? Parce qu'on dit souvent en France, les professeurs, les chercheurs sont mal payés, c'est difficile de rivaliser par rapport aux États-Unis, on n'a pas le même pouvoir d'attractivité. Quelle est votre recette magique alors ? Une recette, je sais pas si... Est-ce qu'on a des recettes ? Je ne sais pas, mais en tout cas, un élément important, c'est le lien formation-recherche, c'est-à-dire que la qualité de nos étudiants fait que beaucoup des anciens chercheurs, évidemment, sont intéressés à venir ici à l'école parce qu'il y a des étudiants remarquables. Vice-versa, les étudiants sont intéressés à l'école polytechnique parce qu'il y a des professeurs remarquables. Donc, vous voyez, il y a cet élément important. Et puis, tous les partenariats que nous avons, le fait que notre centre de recherche est en partenariat avec le CNRS, avec l'INRIA, avec le CEA, donc avec les grands organismes de recherche, donc qui sont aussi une force d'attractivité importante. Donc, c'est un peu un cercle vertueux et qui nous permet justement d'attirer. Et puis les financements, le lien avec les entreprises. Alors on en parlait avec peut-être 1 ou 2 éléments de discussion actuelle, mais on a plus de 40 à 50 chaires avec des entreprises. C'était une des forces de l'école polytechnique qui fait que, il y a à la fois des financements qui viennent de type mécénat, il y a des hackathons qui peuvent être faits avec les entreprises. Donc il y a aussi tout un écosystème autour de l'école qui fait qu'il est attractif, en tout cas. On peut toujours améliorer, mais en tout cas, il a été attractif jusqu'à maintenant pour aussi bien les professeurs que les étudiants. On le disait tout à l'heure, Polytechnique est une vieille école, elle a plus de 2 siècles. Comment est-ce qu'on fait quand on est à la tête d'une institution, parce que c'est une institution aujourd'hui, pour la faire évoluer, l'emmener vers toujours plus de modernité, sans trahir tout l'héritage derrière ? Alors, il est important de toujours être clair sur ses valeurs et sa mission. Et effectivement, la mission de l'école polytechnique, c'est de contribuer depuis 1794 en fait au développement du pays, je dirais maintenant même au développement du monde, d'apporter des compétences, de former des jeunes pour résoudre les grands problèmes mondiaux et assurer le développement du monde. Et donc en 1794, c'était après la terreur, après les grandes guerres, c'était rebâtir le pays. Aujourd'hui, c'est adresser les grandes questions mondiales, adresser les questions du pays bien entendu, avec nos élèves polytechniciens. Et donc, c'est ça qu'il faut toujours avoir en tête. Et c'est ce qui permet de guider un petit peu en se disant, quand on ouvre un centre interdisciplinaire, quand on ouvre une nouvelle formation, est-ce qu'on répond bien à notre mission et à nos valeurs étant au service de l'intérêt général, nos valeurs d'excellence, nos valeurs de respect. Et c'est comme ça que l'on avance, en répondant aux questions d'aujourd'hui, mais en s'assurant qu'on est toujours, en tout cas, en train de vivre les valeurs de l'école polytechnique. Il y a des symboles auxquels on ne peut pas toucher aujourd'hui chez Polytechnique ? Je ne sais pas s'il y a des symboles, mais en tout cas des valeurs, oui. Moi, je crois beaucoup une organisation se définit avec ses valeurs. Et l'institution de l'école polytechnique a des valeurs fortes. Elle a une devise, la patrie, les sciences et la gloire. Cette devise est toujours là et elle nous guide justement pour les actions qu'on fait actuellement. Merci beaucoup Éric Lavaille. Je rappelle que vous êtes président de l'école polytechnique. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Évidemment, vous pouvez nous retrouver en replay sur le site de bismart.fr et sur toutes vos plateformes de podcast. Dès lundi, vous aurez le plaisir de retrouver Stéphane Soumier à cette même place. Et nous, on se retrouve vendredi prochain. Passez un très bon week-end.